Bonjour les kikis, donc voilà, nous revoilà pour la correction du bac S Asie 2013. Bien, on va commencer par la cinétique et on va répondre aux différentes questions. Donc première question, préciser les polarités des liaisons CCl dans le 2-chloro 2-méthylpropane, donc 2-chloro-2-méthylpropane, et les liaisons OH dans l'eau. Dans la liaison du chloro, donc 2-méthylpropane, on voit l'électronégativité ici du chlore qui est à 3,16, le carbone est à 2,55. On voit que le chlore est bien plus électronégatif que le carbone, donc il va tirer le doublet d'électrons vers lui, donc on aura une charge partielle ici delta moins, une charge partielle delta plus sur le carbone. Voilà. Idem pour l'oxygène, on voit son électronégativité bien plus forte que celle de l'hydrogène. Et on aura donc un site donneur ici, un site accepteur ici. Voilà pour la question 1. Allez, des formules de Lewis. Question 1-2. De l'eau et du 2-chloro-2-méthylpropane donné précédemment. Identifier les sites donneurs et accepteurs d'électrons. Donc les sites donneurs seront le chlore et pour le 2-chloro-2-méthylpropane et l'oxygène pour H2O. On aura même 2 delta moins parce qu'on aura un H plus d'un côté et il ne faut pas oublier l'H plus de l'autre. Là, ils auraient pu faire un petit peu quelque chose de mieux. Question 1-3. La réaction chimique entre... Hop, ça a basculé. La réaction chimique entre le 2-chloro-2-méthylpropane peut conduire à deux produits, P1 et P2. Attribuer à chaque molécule présente ici le type de réaction. On voit bien que le chlore ici a été remplacé par un groupe OH. On va bien avoir une réaction de substitution pour P1, alors que là, on voit que le chlore a rompu avec un hydrogène pour former un H+, et un Cl-, et donner ici une double liaison. Ici aussi, on aura H+, plus Cl-, bien sûr, bien entendu. Ok, donc là, on a une réaction d'élimination et là, on a une réaction de substitution. Voilà. Ensuite, interprétation du spectre infrarouge qui est ici. Il faut voir si ces pics sont présents. Bon, on reconnaît la grosse patate due à la fonction hydroxyle ici, donc elle est bien présente. Ici, là, le petit 2 a son importance. C'est un carbone lié à une double liaison qui va faire un pic entre 3000 et 3100. 3000, on est ici. Attendez, il faut que j'agrandisse un petit peu, je vois pas clair. Hop, hop. 3000 et 3100, on voit qu'on a 0 pic. Par contre, entre 2810 et 3000, ici, on a un grand pic qui prouve la liaison d'un carbone avec 4 liaisons covalentes simples. Donc, elle est présente. Donc, je résume, présent, absent, présent et celle-ci, 1620, on n'a rien, c'est absent. Donc, on a bien affaire à cet isobutanol. Oui, isobutanol, 1, 2, 3, 4. 4 atomes, c'est le surnom. Sinon, c'est du 2 méthyl, du 2 carbone 2, propanol, et c'est un propanol 2, propane 2 ol, et on a 2 méthyl dessus, donc c'est du 2 diméthyl de métal. 2 diméthyl, 2,2-diméthyl, propane de ol. On y est arrivé. Ensuite, le spectre RMN. Donc, le spectre RMN ne présentait pas vraiment de difficultés, enfin j'espère. On voit qu'on a deux pics. Effectivement, sur la molécule, ici, quels sont les protons équivalents? On en a un ici, sur chaque groupe méthyle. C'est le même proton équivalent. D'accord. Donc on a un pic. Ils sont au nombre de 9. Les hydrogènes, ils sont au nombre de 9. 3, 3 et 3, ça fait 9. Et on a un ici qui est tout seul. Alors,
9. Ensuite, il suffit d'aller voir la courbe d'intégration. Voilà, on voit la courbe, une grande courbe d'intégration ici pour ce pic-là, pour ce singulet. Ce singulet va correspondre aux 9 hydrogènes qui sont ici, aux 3 x 3 hydrogènes qui sont sur les groupes méthyl, et forcément celui-là pour l'hydrogène qui est là. Voilà, qui est sur le groupe hydroxyle. Ensuite, question 1.6. À partir des questions 1.3 et 1.5, hein, donc à quelle réaction avons-nous à faire? Ben forcément, on vient de créer le 2,2-diméthylpropane-2-ol, c'est-à-dire on a affaire à la réaction de substitution. Justifier qualitativement que cette réaction puisse être suivie par conductimétrie. Alors j'ai vu que c'était écrit un peu plus bas. Voilà, c'est écrit ici. Je vais pouvoir le biffer. Non, c'est chiant. Donc CH3 3CCl plus H2O donne CH3COH plus Cl- plus H. Plus, donc ici au début on a un milieu qui est neutre, donc pas chargé, qui ne conduira pas, et au cours de la réaction on va libérer des ions, je sais pas où est la caméra, je m'amuse à regarder la caméra, voilà, vous voyez là, je vois, on a l'ion Cl-, l'ion chlorure et le proton H+. Donc ceux-là, eux, évidemment, sont bien fortement conducteurs. Donc on va avoir une croissance de la conductivité de la solution. Voilà. C'est pour ça qu'on va pouvoir suivre cette réaction par conductimétrie. Donc ensuite, on passe à la petite étude cinétique. Je commente le corriger. Hein. Le sujet n'était pas très compliqué. Peut-être pour la relativité, forcément, parce que c'est un des nouveaux. Mais attendez, avec le prochain exo qui vous attend, on va rentrer dans du un peu plus dur. Qu'est-ce qu'on regarde? D'un simple coup d'œil, quand je regarde ici, je vois que les expériences A1, A2, A3, qu'est-ce qui change? L'eau, le pourcentage eau acétone ne change pas. La quantité de matière en 2-chloro-2-méthylpropane ne change pas non plus. Qu'est-ce qui change? C'est le facteur cinétique température. Donc on imagine très bien que l'expérience A3 va aller plus vite que l'expérience A2, que l'expérience A1, ça on s'imagine bien ceci. Donc on suit la réaction par conductimétrie, donc on va mesurer la conductimétrie. Tout au long de la réaction, dans le TP, qu'est-ce qu'on avait mesuré? On avait mesuré, attendez, j'éteins une petite lumière, voilà, on avait mesuré l'absorbance. Mais là, on mesure la conductimétrie, on peut mesurer le pH, on peut mesurer ce que vous voulez. Tout ce qui est mesurable va nous permettre d'avoir une notion, une idée de la cinétique de la chimie. Donc, question de 1, en comparant les expériences A1, A2, A3 et en justifiant brièvement, indiquer l'influence de la température. Ben déjà, du coup, on sait que plus la température augmente, plus la réaction va aller vite. Donc, ça se voit ici. On voit bien qu'on atteint pratiquement, oui, on va atteindre ici le Xmax, qui sera à peu près de 9 millisiemens par centimètre, alors que là on n'y atteint pas du tout. Donc si on devait calculer, petite précision, j'ai un truc que j'ai oublié de vous dire, la cinétique, en général on considère que la réaction est terminée quand on a 6 fois le temps de demi-réaction, d'accord? Voilà, si on a 6 fois le T de 1,5, on peut considérer que la réaction est terminée. Donc on voit bien que A3 est bien plus rapide que A2 et que A1, que donc, parce que là déjà le temps de demi-réaction est incalculable, là il est calculable, on voit bien que la température est un facteur cinétique qui permet d'augmenter la vitesse de réaction. Question suivante, ça c'est pour tout à l'heure, voilà. En comparant A3, est bien indiqué l'influence de la proportion eau-acétone. Forcément ici l'eau, qui je vous rappelle est un réactif, on en a moins que là, donc forcément pour une même température, ici on a la même température, on a juste un peu moins d'eau,
Et on a ça, donc la réaction B, voyons voir le document. Voilà, ça c'est pour la réaction B et A3. Qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser à faire? C'est, vous voyez que là, on n'atteint pas le Xmax, parce que le Xmax est de 9. Forcément, on n'atteint pas le même Xmax, mais on peut voir si on pouvait calculer le temps de demi-réaction pour le B ici, en considérant que c'est ici. Donc 7, je descends à 3,5, j'obtiens à peu près du 300. 300, c'est là, du 350, 380. Alors que si je devais calculer le temps de demi-réaction ici, 9, 4,5, je suis ici, j'arrive sur environ du 200. Hein. Donc on voit bien que le temps de demi-réaction pour A3 est bien supérieur au temps de demi-réaction pour la question B, ce qui veut dire que plus j'augmente la proportion eau acétone, forcément j'augmente la quantité de réactif, forcément le temps va être plus rapide. Hein. Question de 2, pour l'expérience A3, et d'une vraie terminée, or l'excédent augmente encore. Ouais, bon, voilà, moi je préfère ma solution à moi, hein, elle est un peu plus correcte. Hein. Voilà. Définir le temps de demi-réaction, ça c'est une définition, hein, je ne reviens pas dessus. Et calculer, donc n'oubliez pas sur votre schéma de bien expliquer que sur le schéma, ce soit lisible comment vous avez déterminé le temps de demi-réaction. Hein. Je rappelle, je prends le Xmax, je divise par 2, je le projette sur la courbe et je vais lire le temps de demi-réaction. Voilà, passons à la cinétique relativiste. Donc des élèves assez riches ont décidé de faire cette expérience dans une navette spatiale qui avance à 0,8 fois la vitesse de la lumière. Donc on a effectivement ici la première expérience qui se fait dans le vaisseau spatial. Hein. Si je reviens à mon cours précédent, c'était la même chose. Hein. C'était exactement la même chose. Voilà, TP relativité. C'est-à-dire qu'il s'agit de mobile, voilà, hein, mobile qui est dans la navette, et on a fixe qui est ici avec forcément deux horloges parce que elles sont synchronisées, hein, c'est-à-dire quand une démarre, l'autre démarre également. Voilà. Et comme forcément la navette aura parcouru une sacrée distance, il fallait que le mec puisse aller lire le temps sur la deuxième horloge. Définir la notion de temps propre, c'est le temps qui se passe pour mesurer l'événement dans la navette qui se déplace. Hein. Le temps propre, la durée mesurée dans le référentiel propre. Celui-ci, le référentiel propre à la navette, c'est-à-dire dans le référentiel de l'engin spatial où les événements émission 1 et émission 2 du signal lumineux ont lieu au même endroit. Hein. On va émettre le même signal. Indiquer les deux référentiels ici, mais on a un référentiel de la navette et on a un référentiel terrestre ici pour les deux horloges. Donner le nom de delta Tm, ben c'est le temps mesuré ici, qui va être égal au facteur de Lorentz, hein, ou le fameux gamma, qu'on appelle facteur de Lorentz, hein, j'oublie de le préciser, fois delta Tp, et ce delta Tp, c'est notre delta T0 qu'on avait mesuré ici, c'est ce qu'on appelle le temps propre. Voilà. Quel est le nombre suffisant d'horloges qu'il faut utiliser pour mesurer le delta T0? Ben, une seule, vu que l'expérience a lieu dans la navette. Donc une seule horloge suffit, alors que sur la Terre, il en faudrait deux, parce qu'évidemment, pour avoir le signal, voilà, on remarque une aurait pu suffire également sur la Terre, mais je ne sais pas pourquoi ils en ont mis deux. Ouais. Ensuite, question 3.6. 1 sur gamma carré est égal à 1 moins b carré sur c carré. Donc c'est notre expression, là on vous la donne. On vous demande de calculer gamma. Donc il suffit de remplacer v ici par 0,8c. Donc 0,8 au carré fois c au carré. Les c s'annulent et on veut trouver le gamma. Ça c'est une simple application numérique. Donc vous voyez, l'exo n'est pas si difficile que ça. Hein. Il y a des définitions et ensuite un calcul numérique.
c'est de l'application numérique, une formule pas très compliquée. Comparer delta Tm, eh ben delta Tm va être égal à 0,8 fois. Là j'ai 1 sur le gamma carré, donc gamma est égal à 1,7. Hein, on trouve 1,7, presque 2 fois. On peut dire que delta Tm sera à peu près 2 fois le temps mesuré dans la navette. C'est-à-dire on imagine une dilatation de la durée de l'expérience. Hein. Elle a été plus courte dans la navette spatiale que ce que tu as pu le voir fixe qui est resté sur la Terre. Voilà. C'était une expérience réaliste qui permet d'observer ce phénomène, où on a ce phénomène que pour des choses qui vont très très vite. Je pourrais dire l'accélération d'une particule dans un accélérateur de particules. Voilà pour cet exercice. Alors voilà, hein, je l'ai commenté, vous avez corrigé. Si encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Par contre, je vous invite à faire maintenant dans la vidéo, ça c'est la 13, maintenant je vais faire la 14 qui est un petit peu la suite du cours. Une fois que vous aurez fini la vidéo 14, qui est un cours qui est déjà en ligne sur Moodle, je vous demande de faire cet exercice-là. Voilà, il est pas mal du tout, hein, évidemment sans la correction. Bac S 2016, Anti-Guyane. Je vérifie, ouais, c'est celui-là. Il y a un petit peu de tout. Il y a la mécanique relativiste. Il y a la mécanique avec des forces électromagnétiques. Ça va pas vous faire de mal, vous êtes capable de le faire. Tout réviser, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et on a le nouveau chapitre ici, super. Et on aura même un petit peu des interférences. Donc c'est un bon petit sujet, ça c'est un beau petit sujet. Hein. 6 points, mais correct. Donc pour lundi, je vous demande de faire ce sujet, évidemment sans regarder la correction. Je ferai une vidéo où je commenterai également cette réaction, où je la ferai sur du papier et puis je ferai ma correction à moi-même. Enfin, je ferai ma correction que vous pourrez regarder. Voilà, ciao, ciao. Prochaine vidéo, numéro 12, 13, 14, la suite du cours. À tout de suite.